Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration dans le monde parfois un peu complexe de la modélisation et de l'apprentissage automatique. Bonjour Sam. Oui, un sujet passionnant. Absolument. On va s'appuyer aujourd'hui sur un document, Modeling and Machine Learning, pour essayer de décortiquer un peu tout ça. L'idée, c'est ça, démystifier un peu ces concepts. Exactement. Comprendre comment on fabrique ces fameux modèles à partir de données, comment les machines apprennent réellement, et puis pourquoi c'est important aujourd'hui, quoi. On va pas faire un cours magistral, hein, plutôt une conversation. Tout à fait, rendre ça accessible. Le document qu'on a sous les yeux, il est assez complet. Il parle des bases, d'une méthodologie standard, des différents types d'apprentissage, des difficultés qu'on peut rencontrer. Oui, il aborde même le deep learning et les outils concrets. C'est en bonne base. Voilà. Alors, on s'y met. On commence par le commencement, comme on dit. Allons-y. Le document, il commence par définir des termes de base, système et modèle. Un système, bon, c'est un ensemble d'éléments qui interagissent dans un certain environnement. Classique. Oui, avec des objectifs. Et le modèle, du coup, c'est une représentation simplifiée de ce système, souvent mathématique ou informatique, pour pouvoir travailler dessus. Et pourquoi on fait ça? Pourquoi on ne se fie pas juste à notre intuition, à nos modèles mentaux, comme le dit le document? Bah, parce que notre intuition, elle a ses limites, hein. Surtout face à des systèmes un peu complexes, qui bougent tout le temps, on peut vite être à côté de la plaque ou avoir des biais. D'accord. Un modèle informatique, une simulation, ça permet de tester des choses de façon plus rigoureuse, plus objective. On peut répéter l'expérience, changer des paramètres. Plus fiable, quoi. Voilà. Et ces modèles, ils servent à plein de choses différentes. Estimer une valeur qu'on ne connaît pas, prévoir ce qui va se passer, Comme la météo ou le cours de la bourse. Enfin, essayez. oui, ou calibrer des instruments, ou même optimiser un processus pour qu'il soit le plus efficace possible. Tout le jeu, ensuite, c'est de bien construire ce modèle et de bien l'ajuster. Justement, pour construire ça bien, pour pas partir dans tous les sens, il y a une méthode qui revient souvent en sciences des données, c'est CRISP-DM. Ah oui, CRISP-DM, c'est un peu le standard de fait dans beaucoup de projets. Cross Industry Standard Process for Data Mining. Ça vient d'IBM au départ, je crois, mais c'est très largement adopté. Et qu'est-ce qu'elle a de si spécial, cette méthode? C'est juste une liste d'étapes à suivre. C'est plus que ça. Son gros point fort, c'est qu'elle commence par le problème métier. Avant de toucher une seule ligne de code ou une seule donnée, la première étape, c'est qu'est-ce qu'on cherche à résoudre? Quel est l'objectif business? Ah oui, ça paraît logique, mais c'est peut-être pas toujours fait. Effectivement. Et ensuite, seulement, on passe à la compréhension des données. Est-ce qu'on les a? Sont-elles de bonne qualité? Qu'est-ce qu'elles racontent déjà? Et puis vient la préparation. La fameuse préparation des données. Le document dit que ça peut prendre jusqu'à 80% du temps. Carrément. C'est souvent là que le gros du travail se fait. Nettoyer, transformer, sélectionner les bonnes infos. C'est crucial. Si on rate ça, le meilleur modèle du monde ne servira à rien. Donc d'abord le problème, puis les données. Comprendre et préparer, et après seulement on modélise. Exactement. On construit différents modèles, on les évalue par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés au début, on choisit le meilleur, et enfin on le déploie pour qu'il soit utilisable. Et c'est un cycle, hein, on peut revenir en arrière. Ok, donc CRISP-DM, c'est un cadre structurant qui nous garde focalisés sur le but. C'est pas mal. Et donc dans cette phase de modélisation, c'est là qu'intervient l'apprentissage automatique, le machine learning, c'est ça? Tout à fait. Le machine learning, ou ML, c'est souvent le moteur de cette phase. D'où ça vient cette idée qu'une machine peut apprendre? Ça fait un peu science-fiction, non? Bah, ça date quand même des années 50, hein. C'est Arthur Samuel qui travaillait sur un programme de jeu de dames qui a popularisé le terme. L'idée de base, c'est plutôt que de coder explicitement toutes les règles pour résoudre un problème, Ce qui peut être impossible pour des problèmes complexes. exactement, on va plutôt concevoir un algorithme qui va découvrir ces règles toute seule en analysant des exemples des données. Un peu plus tard, Tom Mitchell a donné une définition assez connue. Un programme apprend si ses performances pour une tâche T s'améliorent avec l'expérience E. L'expérience E, ce sont les données d'entraînement. Voilà. Le ML, c'est ce processus d'ajustement du modèle grâce aux données. Le modèle apprend des patterns dans les données. D'accord. Mais concrètement, comment ça se passe cet apprentissage? Il y a différentes méthodes? Oui, on distingue principalement trois grandes familles, trois grands paradigmes d'apprentissage. Ah oui. Lesquelles? Alors, le plus connu, le plus utilisé peut-être, c'est l'apprentissage supervisé. Supervisées, comme avec un professeur. C'est un peu l'idée, oui.
On donne à la machine des exemples où on connaît déjà la bonne réponse. On lui montre des images de chats et de chiens en lui disant ça c'est un chat, ça c'est un chien. Ah, ok, des données étiquetées donc. Exactement. L'algorithme apprend à faire le lien entre l'entrée, l'image, et la sortie désirée, l'étiquette chat ou chien. Ça sert beaucoup pour la classification, prédire une catégorie, ou la régression, prédire une valeur numérique comme un prix ou une température. D'accord. Supervisé, c'est clair. Et les autres? Ensuite, il y a l'apprentissage non supervisé. Là, comme son nom l'indique, Il n'y a pas de superviseur, pas d'étiquette. voilà, on donne les données brutes à la machine et son travail, c'est de trouver des structures intéressantes, des motifs cachés, sans qu'on lui dise quoi chercher. Genre, regrouper des clients qui se ressemblent? Parfait exemple. C'est ce qu'on appelle le clustering ou la segmentation. Une autre application importante, c'est la réduction de dimensionnalité, essayer de simplifier les données en gardant l'information essentielle. C'est utile quand on a énormément de variables. D'accord. Supervisé, non supervisé. Et le troisième? Le troisième, c'est l'apprentissage par renforcement. Là, c'est encore différent. On a un agent, le programme, qui interagit avec un environnement. Comme un robot dans une pièce ou un personnage dans un jeu vidéo? C'est ça. L'agent effectue des actions et en fonction de l'action et de l'état de l'environnement, il reçoit une récompense, positive ou négative. Un peu comme quand on apprend à un animal avec des friandises ou des réprimandes. Et il apprend quoi, Yousso? Il apprend une stratégie, une politique pour choisir les actions qui vont maximiser sa récompense totale sur le long terme. C'est très puissant pour les problèmes de décision séquentielle, comme les jeux, la robotique ou l'optimisation de systèmes. Supervisé, non supervisé, renforcement. C'est déjà un bon panorama. Le document parle aussi d'apprentissage d'ensemble, ensemble learning. C'est encore autre chose? Pas vraiment un quatrième paradigme fondamental, non. C'est plutôt une technique très très efficace qui consiste à combiner les prédictions de plusieurs modèles. Ah, l'union fait la force. C'est exactement l'idée. Au lieu de se fier à un seul modèle qui peut avoir ses faiblesses, on entraîne plusieurs, souvent des modèles supervisés assez simples, et on les fait voter ou on moyenne leurs prédictions. Et ça marche mieux? Très souvent, oui. Ça donne des résultats plus robustes, plus stables et généralement plus précis. Des techniques comme le bagging, qui est à la base des fameux random forest, ou le boosting, sont des exemples d'apprentissage d'ensemble. C'est très utilisé en pratique. Très intéressant. Et alors, le fameux deep learning, l'apprentissage profond, on le met où là-dedans? Ah, le deep learning. En fait, ce n'est pas une catégorie d'apprentissage supplémentaire comme les trois autres. C'est une sous-partie du machine learning. Une sous-partie. Comment ça? Ce qui définit le deep learning, c'est l'outil qu'il utilise, des réseaux de neurones artificiels, ANN, avec beaucoup de couches cachées. Le mot profond vient de là, de cette profondeur, de cet empilement de couches. D'accord, donc on peut faire du deep learning supervisé ou non supervisé. Tout à fait. Les réseaux de neurones profonds sont des modèles très puissants qui peuvent être entraînés selon les différents paradigmes qu'on vient de voir. Ils se sont révélés particulièrement bons pour traiter des données très complexes comme les images, le son ou le langage naturel. Bon, c'est plus clair. Donc, qu'on fasse du ML classique ou du deep learning, le but c'est d'avoir un bon modèle. Mais c'est quoi un bon modèle au final? Le document liste des qualités. Simple, précis, robuste, scalable. C'est pas un peu contradictoire tout ça? Simple et précis. C'est là qu'on touche au cœur du problème. Il y a un arbitrage fondamental à faire, un concept clé, le compromis biais-variance. Biais-variance, expliquez-nous ça. Alors, le biais, c'est l'erreur qui vient d'un modèle trop simple. Il n'arrive pas à capturer la complexité réelle des données. Il est biaisé par sa propre simplicité. On parle d'underfitting, de sous-apprentissage. Ok, il rate des choses importantes. Voilà. Et à l'inverse, la variance, c'est l'erreur qui vient d'un modèle trop complexe. Il colle trop bien aux données d'entraînement, au point d'apprendre le bruit, les petites fluctuations aléatoires qui ne sont pas représentatives du phénomène général. Il est trop sensible aux données qu'il a vues. Exactement. Sa performance va beaucoup varier si on change un peu les données d'entraînement. Et surtout, il risque de mal généraliser à de nouvelles données qu'il n'a jamais vues. C'est ça l'overfitting, le surapprentissage. Attendez, ça veut dire qu'un modèle qui est parfait sur les données d'entraînement, qui a 100% de précision dessus, ça peut en fait être un mauvais modèle. C'est tout à fait ça. C'est le piège classique de l'overfitting. Le modèle a mémorisé les exemples au lieu d'apprendre les règles sous-jacentes. Il sera incapable de prédire correctement sur de nouvelles données. Ah oui, c'est contre-intuitif mais crucial. Il faut trouver le juste milieu alors. C'est tout l'art.
Trouver le bon niveau de complexité, le sweet spot entre un biais trop élevé, modèle trop simple, et une variance trop élevée, modèle trop complexe. C'est un défi permanent en modélisation. Et il y a d'autres défis. Le document parle de la malédiction de la dimensionnalité. Ça sonne un peu dramatique. Ah, oui, le terme est frappant, hein. Ça désigne juste le fait que quand on a énormément de variables d'entrée, les dimensions du problème, les choses deviennent beaucoup plus compliquées. Pourquoi? Plus on a d'infos, mieux c'est, non? Pas forcément, hein. Quand la dimension augmente, l'espace des possibilités devient immense et les données qu'on a deviennent très éparses, très distantes les unes des autres dans cet espace. Ça rend l'apprentissage plus difficile, ça demande beaucoup plus de données pour couvrir toutes les combinaisons. Et pire, ajouter des variables pas très utiles peut même dégrader la performance du modèle. C'est le phénomène de Hughes. D'accord, donc plus n'est pas toujours mieux en termes de variables. Mais alors, comment on fait pour améliorer un modèle une fois qu'il est entraîné ou pour éviter ces problèmes? Créer de nouvelles variables plus intelligentes. C'est ça. À partir des variables existantes, on peut en créer de nouvelles qui capturent mieux l'information pertinente pour le problème. Calculer un ratio, combiner des variables, appliquer une transformation mathématique, ça demande souvent une bonne connaissance du domaine. Et l'inverse, c'est possible? En enlever? Oui, c'est la sélection des caractéristiques, ou feature selection. Si on soupçonne qu'on a trop de variables ou des variables inutiles ou redondantes, on peut utiliser des techniques pour ne garder que les plus importantes. Ça simplifie le modèle, ça réduit le risque d'overfitting et ça combat la malédiction de la dimensionnalité. Ingénierie et sélection. Et quoi d'autre? On peut aussi jouer sur les hyperparamètres du modèle. Ce sont les réglages de l'algorithme d'apprentissage lui-même qu'on fixe avant l'entraînement. Comme le nombre de couches dans un réseau de neurones ou la complexité d'un arbre de décision? Exactement. Trouver la bonne combinaison d'hyperparamètres, c'est crucial pour la performance. On utilise souvent des techniques comme la validation croisée pour tester différentes configurations et choisir la meilleure sans tricher en regardant les performances sur les données de test finales. D'accord. Revenons un peu sur le deep learning. Vous disiez que ça utilise des réseaux de neurones artificiels. Comment ça marche, en gros? L'idée vient des neurones biologiques, c'est ça? L'inspiration est là, oui, mais c'est une métaphore, faut pas prendre ça au pied de la lettre. Imaginez des petites unités de calcul, les neurones artificiels, qui sont connectées entre elles. Chaque connexion a un poids, un nombre, qui va moduler l'importance du signal qui passe par cette connexion. Chaque neurone reçoit des signaux de plusieurs neurones de la couche précédente. Il les combine, souvent une simple somme pondérée par les poids des connexions. Puis, il applique une fonction dite fonction d'activation pour décider de son propre signal de sortie. Une fonction d'activation. Mhm. Pourquoi? C'est très important. Souvent, elle est non linéaire. C'est ça qui permet au réseau d'apprendre des relations complexes, pas juste des combinaisons linéaires. Et l'idée du deep learning, c'est d'empiler plusieurs couches de ces neurones. Les premières couches détectent des motifs simples et les couches suivantes combinent ces motifs pour en reconnaître de plus en plus complexes et abstraits. Et comment ces poids, ces connexions trouvent la bonne valeur? Comment le réseau apprend? Ah, ça, c'est la magie de la rétropropagation ou backpropagation. En apprentissage supervisé, c'est le mécanisme le plus courant. On montre un exemple au réseau, une entrée et la sortie qu'on attend. Le réseau calcule sa propre sortie. On compare cette sortie à la sortie attendue et on mesure l'erreur. D'accord, on voit de combien il s'est trompé. Voilà. Et la rétropropagation, c'est un algorithme malin qui permet de faire remonter cette information d'erreur à travers tout le réseau, de la sortie vers l'entrée. Ça permet de calculer comment chaque poids de connexion a contribué à l'erreur finale. Et une fois qu'on sait ça, Eh bien, on ajuste légèrement chaque poids dans la direction qui va réduire l'erreur. On fait ça pour plein d'exemples, encore et petit à petit, les poids convergent vers des valeurs qui permettent au réseau de bien faire la tâche demandée. c'est un processus itératif donc. Et pour gérer toutes ces données, ces poids, ces calculs, on utilise quoi? Le document parle de tenseurs. Oui, les tenseurs, c'est la structure de données fondamentale en deep learning. Faut pas que le mot fasse peur. Un tenseur, c'est juste une généralisation des tableaux. Un nombre simple, c'est un tenseur de rang 0. Un vecteur, une liste de nombres, c'est un tenseur de rang 1. Une matrice, un tableau à 2 dimensions, c'est un tenseur de rang 2. Et on peut avoir des tenseurs de rang 3, 4, etc. pour représenter des données plus complexes comme des images en couleur ou des vidéos. Les bibliothèques de deep learning sont optimisées pour faire des calculs très rapides sur ces tenseurs. Ok, compris. C'est l'outil mathématique de base. Mais vous disiez qu'il y a différentes architectures de réseaux profonds.
Le document en cite pas mal. CNN, RNN, Transformers. On peut en dire 2 mots? Sans entrer dans tous les détails. Oui, bien sûr. On peut se concentrer sur les plus emblématiques, peut-être, les réseaux neuronaux convolutifs, ou CNN. Ah, oui, j'en ai entendu parler pour les images. Exactement. C'est vraiment l'architecture reine pour l'analyse d'images. L'idée géniale des CNN, c'est d'utiliser des sortes de filtres, appelés kernels ou noyaux de convolution, qui vont glisser sur l'image pour détecter des motifs locaux, des bords, des coins, des textures. Comme des petits détecteurs spécialisés. C'est ça. Et les couches suivantes combinent ces détections simples pour reconnaître des formes plus complexes, puis des objets entiers. C'est cette approche hiérarchique, inspirée du cortex visuel humain, qui les rend si performants. Ils utilisent aussi souvent des couches de pooling pour réduire la taille des représentations et devenir un peu plus robustes aux petites variations. Très malin. Et pour autre chose que les images, comme le texte par exemple. Alors pour les données séquentielles comme le texte ou les séries temporelles, on a longtemps utilisé les réseaux neuronaux récurrents ou RNN. Leur particularité, c'est qu'ils ont une sorte de mémoire interne, un état caché, qui leur permet de tenir compte des éléments précédents de la séquence pour traiter l'élément actuel. Logique. Pour comprendre une phrase, le contexte est important. Voilà. Mais les RNN classiques avaient du mal avec les dépendances à très long terme. Des variantes comme les LSTM ou les GRU ont amélioré ça. Mais plus récemment, une nouvelle architecture a vraiment révolutionné le traitement du langage naturel. Les Transformers. Ah, les fameux Transformers. On en entend beaucoup parler avec les grands modèles de langage. C'est eux. Leur grande innovation, c'est le mécanisme d'attention. Au lieu de traiter la séquence mot par mot de manière récurrente, les Transformers peuvent regarder tous les mots de la séquence en même temps et évaluer pour chaque mot quels sont les autres mots de la séquence les plus importants pour comprendre son sens dans ce contexte précis. Ils peuvent faire attention aux mots-clés où qu'ils soient dans la phrase. C'est un peu l'idée, oui. Ça leur permet de capturer très efficacement les relations entre les mots, même s'ils sont éloignés. C'est ce qui explique en grande partie les performances incroyables des modèles comme GPT et compagnie. Passionnant. CNN pour le spatial, Transformers pour le séquentiel, avec attention. On voit mieux la diversité. Bon, et côté pratique, on utilise quoi comme outil pour mettre tout ça en œuvre? Alors, le langage roi, c'est clairement Python. Quasiment tout l'écosystème de la data science et du ML tourne autour de Python aujourd'hui. Pourquoi Python? Pour sa simplicité, sa lisibilité et surtout pour l'incroyable richesse de ses bibliothèques dédiées. Pour manipuler les données, on a Pandas, pour la visualisation Matplotlib et Seaborn, et pour le machine learning classique, la star incontestée, c'est Scikit-learn. Scikit-learn, oui, ça revient tout le temps. C'est une boîte à outils formidable. Classification, régression, clustering, réduction de dimensionnalité, évaluation de modèles, tout y est, avec une interface très cohérente et bien documentée. C'est vraiment la base pour la plupart des data scientists. Et pour le deep learning, vu que c'est un peu différent, Pour le deep learning, il y a 2 acteurs majeurs qui dominent le paysage. TensorFlow, développé par Google, et PyTorch, initié par Facebook. Les deux permettent de définir, d'entraîner et de déployer des réseaux de neurones complexes. Ils sont optimisés pour utiliser la puissance de calcul des cartes graphiques GPU, ce qui est indispensable pour entraîner les gros modèles. TensorFlow, PyTorch, il y a aussi Keras, non? Oui, Keras était initialement une interface de plus haut niveau, plus simple à utiliser, qui pouvait fonctionner au-dessus de TensorFlow et d'autres. Maintenant, Keras est très intégré à l'écosystème TensorFlow, mais l'idée reste la même, simplifier la construction de modèles. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les plateformes cloud. Comme celle de Google, Amazon, Microsoft. Exactement. Elles proposent des services complets de machine learning comme Google Vertex AI, Amazon SageMaker, Azure Machine Learning, qui intègrent tous ces outils et facilitent la gestion de l'ensemble du cycle de vie d'un projet, de l'expérimentation au déploiement à grande échelle. Justement, le déploiement. Une fois qu'on a passé des semaines, voire des mois, à entraîner un super modèle dans son labo, comment on fait pour qu'il serve vraiment à quelque chose dans le monde réel? C'est une étape clé, le déploiement, deployment. Il s'agit de rendre le modèle entraîné, accessible et utilisable par les applications ou les utilisateurs finaux. Il y a plusieurs stratégies possibles selon les besoins. Par exemple, On peut faire de l'inférence batch. Le modèle tourne de temps en temps, par exemple toutes les nuits, sur un gros lot de données, un batch, pour générer des prédictions. Ces prédictions sont stockées et utilisées plus tard par d'autres systèmes. Ok, pour des tâches non urgentes. Voilà.
À l'opposé, il y a l'inférence en ligne ou en temps réel. Là, le modèle est exposé comme un service, souvent via une API web. Une application peut envoyer une requête avec une seule donnée ou quelques données, et le modèle répond quasi instantanément avec sa prédiction. C'est ce qui se passe pour les recommandations de produits sur un site e-commerce, par exemple. Tout à fait. Ou pour la détection de fraude en temps réel sur une transaction bancaire. Ça demande une infrastructure capable de répondre vite et de manière fiable. On utilise souvent des outils comme Flask ou FastAPI en Python pour créer ces API. Et il y a d'autres options. Oui, on peut aussi embarquer le modèle directement dans l'application ou l'appareil final. C'est fréquent pour les applications mobiles ou les objets connectés IoT. On utilise des versions optimisées des frameworks comme TensorFlow Lite ou PyTorch Mobile pour que le modèle tourne localement, même sans connexion Internet. Ça préserve la vie privée et réduit la latence. Batch, en ligne, embarqué. Plusieurs façons de faire. Mais une fois que le modèle est déployé et qu'il prend des décisions, peut-être des décisions importantes, comment on peut lui faire confiance? Comment savoir pourquoi il prend telle ou telle décision? Le document parle d'interprétabilité, d'IA explicable, X et I. C'est une question absolument fondamentale et de plus en plus pressante. Plus les modèles deviennent complexes et performants, surtout en deep learning, souvent vus comme des boîtes noires, plus il devient crucial de pouvoir expliquer leurs décisions. Pourquoi c'est si important? Pour plusieurs raisons. D'abord, pour la confiance des utilisateurs et des décideurs. Ensuite, pour pouvoir débugger le modèle s'il fait des erreurs, pour s'assurer qu'il n'est pas biaisé et qu'il ne discrimine pas certains groupes. Et enfin, dans certains domaines comme la santé ou la finance, c'est même une exigence réglementaire de pouvoir justifier les décisions prises par une IA. Et on a des outils pour ça? Pour ouvrir ces boîtes noires? Oui, c'est tout un champ de recherche, l'Explainable AI, XCA. Il y a différentes techniques. Certaines essayent de donner une importance à chaque variable d'entrée pour une décision donnée. C'est ce que font par exemple les valeurs de Shapley ou SHAP, qui sont assez populaires. Elles permettent de dire « cette variable a contribué positivement à la décision, celle-là négativement ». D'autres méthodes essayent de trouver des exemples similaires dans les données d'entraînement pour justifier une prédiction. C'est un domaine en pleine ébullition, j'imagine. Complètement. Rendre l'IA transparente et explicable, c'est un des grands défis pour son adoption large et responsable. Et face à toute cette complexité, choisir le bon algorithme, bien préparer les données, optimiser les hyperparamètres, s'assurer de l'explicabilité. Le document termine en parlant d'Automated Machine Learning, AutoML. Est-ce que ça veut dire que bientôt, on n'aura plus besoin de data scientist, que la machine fera tout toute seule? Ah ah, c'est la grande question. L'AutoML, l'idée c'est d'automatiser certaines étapes du processus de machine learning, qui sont souvent longues, répétitives et qui demandent une certaine expertise technique. Comme quoi, par exemple? Typiquement, tester automatiquement plein d'algorithmes différents, optimiser leurs hyperparamètres, parfois même faire une partie de la préparation des données ou de l'ingénierie des caractéristiques. Des outils comme Autoscalern ou Tipot peuvent explorer des milieux de pipelines de ML possibles et proposer les meilleurs. Ça a l'air super pratique. Ça l'est. C'est un gain de temps et ça peut même parfois trouver des solutions auxquelles un humain n'aurait pas pensé. Mais ça ne remplace pas l'humain, du moins pas encore, et probablement jamais complètement. Pourquoi? Parce que l'AutoML est très fort sur le comment technique. Mais il faut toujours un humain pour définir le quoi et le pourquoi. C'est le data scientist ou l'expert métier qui doit définir le problème à résoudre, comprendre le contexte, choisir les bonnes métriques d'évaluation, interpréter les résultats du modèle AutoML, s'assurer qu'ils ont du sens métier et vérifier qu'il n'y a pas de problème éthique ou de biais cachés. L'AutoML, c'est plutôt un super assistant pour le data scientist. Ça lui permet de se concentrer sur les tâches à plus forte valeur ajoutée. D'accord. Le rôle évolue donc, moins de cuisine technique peut-être et plus de réflexion stratégique et critique. C'est une tendance, oui. Eh bien, quel voyage, hein? On est parti des définitions de base, systèmes, modèles. On a vu l'importance d'avoir une méthode, comme CRISP-DM. On a exploré les grandes façons dont les machines apprennent, supervisées, non supervisées, renforcement, et même l'apprentissage d'ensemble. On a abordé les défis, ce fameux compromis biais-variance, l'overfitting, la malédiction de la dimensionnalité. On a plongé un peu dans le deep learning, les réseaux de neurones, les CNN, les transformers. Et pour finir, sur les outils concrets, Python, scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, les stratégies de déploiement et ces questions essentielles d'explicabilité avec XAI et d'automatisation avec AutoML. C'était dense. Si on devait retenir 2 ou 3 idées clés.
Je dirais, premièrement, l'importance capitale d'une approche structurée et orientée par le problème métier, merci CRISP-DM, ne pas se jeter sur les algos sans savoir où on va. Deuxièmement, comprendre qu'il n'y a pas un machine learning, mais différents types d'apprentissage, chacun adapté à des problèmes différents. Il faut choisir le bon outil pour la bonne tâche. Et troisièmement, réaliser que c'est un domaine qui évolue à une vitesse folle, avec des outils de plus en plus puissants, mais où l'intelligence humaine, jugement critique, la compréhension du contexte et la responsabilité éthique restent absolument indispensables. Une approche structurée, comprendre la diversité des méthodes et garder un œil critique sur cette évolution rapide. C'est une bonne synthèse. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion pour nos auditeurs. Si ces modèles deviennent si puissants, parfois si complexes qu'on peine à les expliquer complètement, comment s'assurer, au-delà de la simple performance technique, qu'ils sont vraiment justes, équitables et qui servent réellement l'intérêt général? Quelle est la prochaine frontière pour construire une IA en laquelle on puisse vraiment avoir confiance? Vaste question, qui nous occupera sûrement encore longtemps. Certainement. Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant. Merci à vous.